Fabrice, mille merci pour ton aventure et aussi pour l'invitation. Quand on parle de la dimension culturelle des droits de l'homme en général, il y a là un gros éléphant dans le débat, celui du relativisme. Et je crois que cette crainte de la culture, de la notion même de la culture par rapport aux droits de l'homme, fait que les droits culturels demeurent parmi les parents pauvres un tout petit peu dans la pratique des droits de l'homme. Et je n'ai aucun doute, Patrice, que toi et ceux qui ont conçu et élaboré la déclaration de Fribourg ont contribué énormément à briser la comportementalisation, j'arriverai jamais à la prononcer exactement, mais to break the silos, comme on dit en anglais, entre différentes disciplines de droit. Je crois que la mantra, les slogans fondateurs des droits de l'homme sont celui de l'indivisibilité et l'interdépendance des droits. Mais je crois qu'en pratique, du moins c'est mon avis personnel, il y a beaucoup de compartiments qui s'ajoutent, qui se développent. Et avec eux, il y a de moins en moins une compréhension à ce qui est vraiment les liens transversaux. Madame Valla a exactement parlé des droits culturels comme le fil conducteur entre tous les droits. J'aimerais faire deux choses. D'abord, comparer un peu d'une perspective de hybrid view, deux démarches qui s'insèrent dans la vocation mais qui ne se sont pas rencontrées, celle de Fribourg, la déclaration sur les droits culturels, et celle de la déclaration sur la foi pour les droits, qui était aussi le produit d'experts indépendants dans beaucoup dans le domaine du système de rapporteurs spéciaux et des organes de traité. Je crois que la foi pour les droits, c'était peut-être quelques années après Fribourg, 4 ou 5 années, c'était une tentative de capter une dimension de la culture qui est même encore plus compliquée que la culture et mal vue que la culture, celle de la religion. Et la question de religion en matière de droits de l'homme est très voisine alors qu'elle se pose avec ces problématiques un peu différemment de celle de culture. Dans les deux cas, il s'agissait de concevoir une déclaration dans la forme de soft law. Dans les deux cas, c'était des experts indépendants prédominamment. Dans les deux cas, le mot-clé, c'était la disciplinarité. Et dans les deux cas, l'objectif, c'était de contribuer à une véritable universalité qui ne se résume pas à une fiction juridique de ratification par des parlements, mais qui touche le vécu socio-culturel et même spirituel des individus, des femmes et des hommes et des enfants partout dans le monde. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre en comparant les deux parcours. Et je crois que les deux parcours sont réhabilités rétroactivement par l'État du monde. Madame Valla a élaboré, a identifié de la guerre en Europe, du retour à l'idéologie, du risque nucléaire. On vit de façon étrange des retours en arrière avec toutes les craintes et les peurs justifiées de ce retour en arrière à un moment où on pensait qu'on avançait. Et à mon avis, l'une des raisons, bien sûr, il n'y a jamais une causalité unique, mais l'une des raisons, c'est un peu la compartimentalisation des droits de l'homme et l'incapacité des droits de l'homme à trouver leur chemin, à être transversaux dans toutes les politiques publiques de tous les États et sur le plan multilatéral. On parle toujours des droits de l'homme comme un troisième pilier des droits de l'homme, mais quand on compare les budgets et les actions, on voit que ça revient à beaucoup moins d'un tiers de l'activité multilatérale. Et peut-être que si on compare sur le plan national, on arrive à encore moins de composantes des droits de l'homme. Donc, à mon avis, si on arrive à intégrer la culture et à réhabiliter en quelque sorte la culture et la religion comme des sources de valeurs qui renforcent le message des droits de l'homme et non pas comme des compétiteurs, le mieux c'est. Donc, je vous réfère à la déclaration de la foi pour les droits, juste pour dire que à première vue, une différence existe, c'est que la foi pour les droits, c'est une déclaration de Beyrouth en 2012, en 2014, pardon, 2017. Et puis, il y a aussi une série d'engagements, les 18 engagements de la foi pour les droits. Et je crois que dans le cadre de développement
de Fribourg et d'apprendre les leçons des 15 années qui se sont écoulées, il y a peut-être lieu de contempler, avoir la dimension opératoire de la déclaration de Fribourg, c'est-à-dire quels engagements, quelles actions correspondraient-ils à la dimension déclaratoire qui existe déjà. Qui doit quoi, à qui et comment y arriver pour que la culture devienne un atout transversal qui renforce les droits et pour que la crainte, par moments justifiée, sans doute, je ne nie pas l'évident que le relativisme culturel est parmi les vices les plus dangereux pour le système international et national des droits de l'homme, mais encore faut-il pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire de nier la culture et son importance. Donc, une redécouverte de la narration des droits de l'homme d'une manière qui soit culturellement sensible et non pas culturellement relativiste est une tâche importante, mais ce n'est pas la dimension déclaratoire de Fribourg qui va résoudre un tel dilemme, c'est exactement les outils de travail sur le terrain, donc une invitation à réfléchir dans cette direction. Deuxièmement, sur les articles de Fribourg, il y a quand même une dimension importante. Je crois que Fribourg était la première et on vous a suivi en ça dans la foi pour le droit 5 ans après l'adoption de la déclaration de Fribourg sur le droit culturel, c'est-à-dire ne pas tomber dans le piège de la distinction artificielle entre droit civil et politique et droit économique, social et culturel. Et là, c'est très important. Par exemple, les articles 3 et 6, paragraphe 1 et paragraphe B, quand ils parlent de la non-discrimination et quand ils définissent l'identité culturelle et intègrent la religion là-dedans, et quand ils parlent du droit à l'enfant et de la famille à choisir pour l'enfant et puis l'enfant lui-même à choisir pour lui-même à son adolescence, je crois que c'est un mélange important des deux groupes de droits artificiellement démantelés depuis comme une conséquence de la fin de la guerre froide et le succès de la diplomatie de l'ambiguïté constructive, qui est une contradiction colossale en termes, très néfaste pour les cultures et les droits et pour les droits culturels en même temps. Moi, je suggère qu'on essaye de comparer Nantes un peu parce que nous, on a réalisé 5 ans maintenant depuis l'adoption de la déclaration de Beyrouth et de son annexe opératoire qu'on appelle celui des 18 engagements en matière de la foi pour les droits. On trouve que le besoin social a accéléré notre propre compréhension de la déclaration elle-même, c'est-à-dire qu'on est arrivé à cette déclaration à travers un mélange d'experts, qu'ils soient des membres d'organes d'autorité ou de rapporteurs spéciaux ou des indépendants, des experts libres et des acteurs de la foi aussi. Mais c'est dans la pratique qu'on comprend mieux et c'est pour cela que notre document, et c'est ça, c'est une nuance importante, a été revu et updaté ou actualisé 22 fois en 5 ans. Donc, et à chaque mise à jour, on produit la date à la fin du document. Et je crois que ce type de documents vivants qui sont conçus de façon à être revus selon une modalité claire et participative et transparente, c'est un peu l'avenir. Donc peut-être qu'il ne faut pas revoir tous les 15 ans la déclaration de Fribourg, mais peut-être essayer de voir à quel point on a réussi, parce qu'on n'est pas encore en mesure de juger s'il a vraiment suffisamment réussi ou pas, mais peut-être étudier l'expérience d'autres outils. Et je crois que ce qui nous a permis de véhiculer, d'avoir une locomotive un peu accélérée du contenu de la déclaration et du programme d'action à la fois de Rabat et de Beyrouth sur les responsabilités des acteurs de la foi, c'est le fait d'intégrer les rapporteurs spéciaux. Ma collègue Dragana l'a dit, les rapporteurs spéciaux sont sans doute un pilier de la déclaration de Fribourg, mais peut-être encore faut-il, Dragana, qu'on essaye de l'étendre aux organes d'autorité aussi, parce que quand je regarde le nombre de propositions aux États par les organes d'autorité qui ont été faites sur la base de la déclaration de Beyrouth, je trouve qu'il y a la fréquence peut-être des États font des rapports aux organes d'autorité s'ajoute à celle des visites qui sont forcément moins nombreux
des rapporteurs spéciaux qui doivent faire un arbitrage. Donc, il faut peut-être une approche encore plus intégrée. Je sais que toi et moi et tous nos collègues au sein du commissariat, on lutte tous les jours avec ces silos et ces programmes de travail un peu en parallèle, vu le fait qu'on soutient des experts, après tout, indépendants. Donc, il y a un équilibre à établir entre leur propre choix et notre capacité de promouvoir ces outils. Mais la diplomatie des experts à l'extérieur, c'est un outil important. Et je pense que, et je terminerai là-dessus, la notion du peer-to-peer learning, la notion de l'apprentissage des pairs. Je crois que c'est très important, c'est un signe de modestie que la communauté des droits de l'homme, à mon avis, doit s'en doter davantage, parce que tant qu'on continue avec l'universalité comme une fiction juridique, le fossé va se creuser davantage entre le droit et la réalité socioculturelle. Donc, pour briser ce décalage entre théorie et réalité, il faut vraiment qu'on entende les gens. Et quand je dis on entende les gens, c'est-à-dire essayer de concevoir une méthodologie qui évite le top-down transfert de connaissances, qui est un peu arrogant, franchement, avouons-le, mais une peer-to-peer learning, et je n'aimerais pas prendre trop de temps, mais tout ça, c'est sur notre site, sur le programme de la Foi pour les droits. On suit de très près votre travail et on espère que dans votre texte, il y aura deux choses. Je termine là-dessus en guise de conclusion. Globalement, un certain mouvement vers un aspect opératoire dans le sens des outils des compétences interculturelles, qui doit quoi à qui et comment le faire. Deuxièmement, intégrer plus la religion. J'ai fait un search sur le document, il est mentionné 4 fois, dont 2 sont très substantiels, mais à mon avis, il y a lieu d'ajouter plus, surtout sur la distinction entre diversité culturelle louable et nécessaire et peu servie d'un côté, et relativisme culturel qui lui aussi malheureusement est à la montée. Comment les distinguer dans la pratique? Comment lutter contre l'un et promouvoir l'autre, pas à travers la déclaration, mais à travers des outils de la déclaration. Désolé d'être un peu long, mais merci encore pour cette occasion et à suivre. Ah, Ibrahim, tu veux dire quelque chose? On t'écoute. Très rapidement, pour atténuer tes craintes, Patrice, pour corriger mon expression, ce n'est pas la dimension déclaratoire qui a besoin d'être revisitée très souvent, c'est la partie opératoire et non pas déclaratoire. C'est très bien déjà que vous repensez la déclaration en 15 ans, c'est même un peu peut-être tôt, mais c'est l'aspect opératoire et c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup... parce que c'est les modes d'opération qui changent comme nous de façon instantanée. Et ce type de documents qui peuvent se recréer à travers une dimension, une arme opératoire de la partie déclaratoire est à mon avis une formule intéressante à contempler. En un mot, la culture comme la religion est une arme aussi. Et à ce moment-là, comment distinguer l'arme de la bénédiction à la fois dans la culture et dans la religion, c'est ça qui mérite action opératoire beaucoup plus que l'action déclaratoire. Merci. Merci, tu nous rassures, Ibrahim. La déclaration, c'est éclairer, c'est déclarer. Donc c'est fort. Et en même temps, effectivement, dans les aspects opératoires, opérationnels, il y a aussi de la démonstration. Et donc le lien entre la clarification conceptuelle et cohérente et la démonstration par les preuves, en quelque sorte, il est complètement central. C'est ça qui fait avancer.